L'évolution de l'agriculture coloniale. Entre parenthèses, 1880-1930. Les événements ayant marqué cette période vont transformer d'une façon radicale le paysage de l'Algérie agricole. En assurant de nombreux débouchés, la loi de 1851 a permis aux capitalistes agraires d'amorcer un essor considérable à la suite de la crise du phylloxéra, entre parenthèses maladie de la vigne, apparue en France, d'une part, et à la prolétarisation massive de la paysannerie algérienne à partir de 1871, au développement du crédit agricole destiné quasi exclusivement au profit des colons et au développement de l'irrigation sur fonds publics, d'autre part. Dans le milieu indigène, la vigne existait même avant la colonisation avec une superficie évaluée à 2000 hectares. Elle a connu cependant une progression significative à partir de 1864, de telle sorte que, ouvrez les guillemets, en 1864, la superficie a atteint 3148 hectares et 6904 en 1874. Fermez les guillemets. Sur la base de ce potentiel se constituera une agriculture coloniale extravertie, produisant des excédents pour l'exportation. Cette période d'aisance fut empreinte de changements profonds sur le plan de l'utilisation des techniques et des méthodes culturales. C'est la grande époque du dry farming, introduite dès la fin du XIXe siècle, un modèle de pratique culturelle inspiré de ce qui se passait dans le Far West américain, que les Français ont généralisé en Algérie. La technique, axée surtout sur la multiplication des façons superficielles, notamment la pratique de l'assolement, céréales jachères, est destinée particulièrement à la lutte contre les mauvaises herbes, à l'ameublissement du sol pour permettre son infiltration par les eaux pluviales et à l'utilisation des labours profonds et de défoncement pour constituer les réseaux hydriques. Le premier exemple d'utilisation de cette technique, que les Arabes ont déjà connue et que les Andalous continuaient à pratiquer jusqu'au XIXe siècle, mais néanmoins oubliée en Algérie, a été redécouverte sous des dénominations diverses. Assolement avec labour préparatoire, labour de printemps sur jachère. Cette technique paraît avoir été lancée depuis 1890 par la Compagnie genevoise. Les rendements obtenus grâce à l'utilisation du dry farming apparurent miraculeux, soit 25 quintals à l'hectare pour le blé dur et 35 quintals pour l'orge. Pratiquée plus sommairement, la méthode des labours préparatoires permettait d'atteindre en moyenne 10 à 12 quintaux de blé dur à l'hectare. Deux agronomes contemporains, Trabut et Marès, décrivant ces techniques, notaient qu'en 1906, ouvrez les guillemets, les façons les plus rentables consistaient, après déchômage, à effectuer un labour profond de 20 à 22 cm fait à la charrue barbant, de manière à permettre l'infiltration des eaux de pluie hivernales. On procédait ensuite, au printemps, à un ou des labours superficiels qui enfouissent notamment la végétation spontanée. Puis, à un troisième labour d'automne à 10-12 cm de profondeur précédant les semailles. Fermez les guillemets. À l'époque, des essais conduits sur 5 ans par d'autres agronomes dans la région de Betna portaient les rendements de blé dur en culture européenne de 4,36 quintaux à l'hectare à 13,33 quintaux à l'hectare, soit un rendement accru de 205,7%. Tandis que pour le blé tendre, on passait de 8,4 quintals à 13,46 quintals, soit un rendement accru de 160,2%. La méthode se révélait en région aride sur le plan des rendements beaucoup plus supérieur à tout autre système, même de celui pratiqué avec introduction de l'engrais vert, entre parenthèses, plante engrais enfoui par labour. À travers l'utilisation de ces techniques, les rendements ont doublé, voire triplé par rapport à ceux obtenus avec la jachère sans labour préparé, du moins lorsque l'année n'était pas sèche et quand les façons étaient bien conduites. Ouvrez les guillemets. Toutes ces techniques devaient permettre à la colonisation de gagner un jour à la culture des céréales quelques 200 000 hectares sur des steppes jusque-là incultes. Elles expliquent qu'à partir des années 1900, l'avance des Européens soit désormais affirmée de plus nettement face à des cultivateurs indigènes qui continuaient à pratiquer une jachère nue et même à semer sans labour préalable. Fermez les guillemets. Cette technique appliquée à l'époque, à grande échelle, eut toutefois, pour conséquence, l'appauvrissement du sol en humus, la favorisation de l'érosion éolienne et hydrique, la prohibition du package des chaumes et donc l'exclusion de l'élevage. Il s'agit en fait
d'une exploitation minière du sol, sans fumier, avec peu d'engrais qui, à la longue, entraîne une baisse ou une stagnation des rendements.